Hop. Voilà. Alors, premier test de son. Je vérifie le son. Ça doit être bon. 1, 2, 3, 4. Impeccable. Le haut-parleur, c'est bon. Haut-parleur MacBook. Ok. On vérifie. Bon, bah, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Florent Frémont. Je suis l'initiateur du coup de l'événement Your Web, qui est un meet-up collaboratif, qui se veut ouvert à tout le monde. L'idée, c'est d'aborder principalement cette année des sujets autour de la sécurité. Je n'ai pas vocation à être expert en sécurité, et puis j'essaie d'apporter ma maigre contribution du coup à ce sujet. Ça va se découper en 2 parties, comme d'habitude. C'est 30 minutes, une petite présentation où là, du coup, je peux être coupé à tout moment, il n'y a pas de souci. Puis 30 minutes sur des échanges, sur la mise en pratique. Donc, Your Web se tient normalement tous les mois à peu près, sur des sujets sur ce format-là. Donc cette vidéo est bien sûr, donc, comme vous voyez, enregistrée et sera du coup accessible à travers le site neurweb.fr, et il y aura une newsletter qui sera envoyée aussi pour la retrouver plus facilement. Donc c'est assez serré en termes de contenu. Avant de commencer du coup, le sujet vraiment dans le cœur, il y a une petite introduction sur pour sécuriser une application, déjà, qu'est-ce que ça veut dire vraiment sécuriser? Donc l'idée, c'est de savoir ce que cela veut dire avant de se lancer. Donc, s'il s'agit d'une activité ponctuelle, si je compare ça à une phase de recette, est-ce que c'est limité dans le temps? Est-ce qu'on fait tant d'erreurs que ça? Voilà, une faute peut-être. En matière de sécurité, est-ce que c'est juste aux équipes compétentes en sécurité de s'en charger ou pas? Puis comment on peut s'améliorer? Déjà, première chose, la sécurité, c'est l'affaire de tous, et puis ça doit s'inscrire surtout au quotidien, c'est-à-dire on va essayer de mettre en place des solutions qui peuvent nous aider au quotidien. Je ne suis pas expert en sécurité, l'idée c'est d'avoir des astuces, des béquilles, et puis ne pas hésiter aussi à avoir des gens compétents, du coup les solliciter directement. Donc la sécurité, en fait, principalement en informatique, permet de prévenir les risques informatiques, parce que là, j'apprends rien à personne, je pense. Il y a 5 objectifs. Donc l'idée, c'est de garantir une intégrité, donc c'est-à-dire que les données sont bien celles que l'on croit. Donc vérifier, par exemple, qu'une saisie utilisateur, c'est bien issu de l'utilisateur, pas d'une personne malveillante qui se serait mise au milieu. Par exemple, on met du HTTPS. La disponibilité, donc ça doit maintenir le bon fonctionnement du système d'information. Les données de service, par exemple. Problème de confidentialité, il ne faut pas que du coup les données puissent être lisibles et accessibles par n'importe qui. Cloisonner les données. Par exemple, j'accède à une liste de sinistres, pas que j'accède à des sinistres de quelqu'un d'autre. Ça fait partie de la sécurité. Non-répudiation, donc c'est garantir qu'une transaction ne peut être niée. Vous avez bien fait ça. À travers ça, c'est peut-être l'auditabilité bien tracée. Et l'authentification, assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux ressources. Ça, c'est pareil. Je n'apprends pas grand-chose. Je vous apprends pas grand-chose. Donc, 3 grandes parties. La première, c'est le top 10 OWASP qui identifie différentes grandes catégories d'erreurs qui sont rencontrées dans les entreprises. Donc, c'est la version 2021. L'idée, c'est pas de rentrer trop dans le détail, mais c'est juste de voir du coup qu'est-ce qui ressort le plus. Ça va nous permettre aussi, lorsqu'on met en place une nouvelle application, qu'on l'implémente, les pièges à éviter, les grands soucis. Sur la deuxième partie, du coup, les principes. Alors là, c'est très personnel, mais l'idée, c'est d'identifier des principes que l'on pourrait appliquer facilement, du coup, lorsqu'on implémente. Sur la partie 3, du coup, c'est les pratiques. Du coup, quel genre de choses on peut mettre en place pour concrètement, du coup, pour sécuriser nos applications. Et puis, on verra au WASP-SAM aussi. Alors, touc.
le top 10 du coup OWASP qui a changé entre 2017 et forcément 2021. Bon, certaines du coup vulnérabilités ont été déclassées, d'autres qui ont été plutôt promues au plus haut. On va voir ça dans le détail. L'idée c'est de prendre les 5 premières, qui seraient du coup les plus rencontrées, et puis plutôt de passer rapidement sur les 5 dernières. Bon, l'idée, c'est pas non plus de paraphraser le site de WASP et le top 10. Après, il y a le cheat sheet du coup de WASP top 10 là, je vais vous mettre le lien, qui est super complet, qui va du coup détailler, va aller un peu plus loin, va prendre des exemples assez précis pour une catégorie donnée, par exemple les accès Broken Access Control. Il va rentrer dans le détail avec quelques cas pratiques. Si je vais, hop, mettre ça. Wasp. Voilà. Tac. Dans le top 10, juste pour illustrer. Donc pour chaque du coup chaque vulnérabilité, vous allez avoir du coup le détail. Voilà, typiquement les soucis que l'on peut rencontrer sur cette catégorie du coup de Broken Access Control et toutes les autres, donc les 10 autres. Donc c'est vraiment c'est super pratique et c'est extrêmement complet. Problème du coup d'authentification. Voilà. Donc là, l'idée c'est pas de paraphraser, c'est juste de balayer. Donc la première du coup c'est contrôle d'accès défaillant. Typiquement j'ai un problème d'habilitation, j'en fais pas. Alors on peut se dire bah à ce moment-là je vais rajouter des habilitations. Oui, mais ça passe aussi par le traçage. Il faut être capable aussi de pouvoir tracer potentiellement des dysfonctionnements sur les accès. C'est aussi par défaut ne rien accepter, c'est-à-dire se dire bon bah les lectures et les écritures, je vais peut-être les interdire et puis je vais gérer les habilitations. Enfin, en fonction d'une habilitation, je vais pouvoir lire, écrire les deux ou découper fonctionnellement. Adéquation au reste, bah oui, parce que euh, l'idée c'est avec un get on fait de la récupération de données, avec un post on fait éventuellement de la création. Du coup, on va pouvoir aussi être au raccord entre guillemets avec du coup le protocole. Donc c'est aussi cette cohérence. La sécurité, qu'elle soit aussi enfin, en cohérence avec le protocole qu'on utilise, quoi. En tout cas, on ne peut pas avoir une bonne sécurité si on utilise mal le protocole. Ça, c'est clair. Donc, filtrer les accès et les informations retournées. Bah voilà, on va pas donner non plus trop d'informations quand on restitue des données. Défaillance cryptographique. Celle-ci, elle est montée dans le classement. L'idée, c'est du coup, bah, c'est d'éviter d'utiliser par exemple MD5, qui est un algorithme qui a été craqué il y a quelques années. On utilise SHA-1, poubelle. Du coup, on utilise plutôt SHA-256 minimum. On va privilégier du HTTPS, autant en interne qu'en externe, hein, dans les entreprises. Quelqu'un se branche sur le réseau interne, il écoute tout ce qui se passe, il voit tout ce qui se passe. Bon, bah, c'est pas non plus idéal. L'idée, c'est aussi de fiabiliser les passeports, les passwords. Euh, un password, bon, bah, c'est juste des lettres et des chiffres éventuellement, mais il y a aussi la manière dont vous allez le générer et la manière aussi dont vous allez potentiellement aussi le stocker. Donc, vous utilisez des méthodes de hash, voire de cryptographie. Euh, donc voilà. Utiliser TLS, alors, il y a plusieurs versions. L'idée, c'est d'utiliser la 1.2 plus, sachant que les plus anciennes, du coup, bon, sont dépréciés et peuvent vous poser des soucis pour vos applications, quoi. Typiquement, si vous utilisez un Java 6, bah, vous allez avoir des difficultés pour utiliser du coup des nouvelles versions de TLS, donc à partir de 1.2. Si vous avez un Java 6, je ne crois pas qu'un point 2 de TLS puisse fonctionner, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important de continuer à mettre à jour du coup votre DK. Cryptage de bout en bout, voilà, c'est-à-dire faut penser à la chaîne du coup d'information, se dire est-ce qu'elle est sécurisée de bout en bout et, si on n'a pas de manquement. L'injection, bah, c'est l'arlésienne, ça revient tout le temps, c'est l'injection SQL, l'injection SQL, l'injection SQL, mais voilà, il y a aussi l'injection de code, de JavaScript. Ça peut être donc une des pratiques, bon, c'est faire des requêtes préparées. Ça, je pense que tout le monde le connaît, le sait et le répète. C'est d'éviter des interprétations dynamiques. Des fois, enfin, même souvent, le mieux est l'ennemi
voilà, numéro un, il faut éviter du coup des fois de faire des choses trop magiques et dynamiques. Souvent on oublie de faire des contrôles. Par exemple, on a un JSON qui nous est donné en entrée pour faire une requête un peu magique. Bon, on va éviter peut-être des fois, les solutions les plus simples sont les meilleures. On valide, enfin tu valides et je valide. L'idée c'est toujours de valider les données. Si vous prenez en entrée une chaîne de caractères, bah, vous vérifiez que c'est bien une chaîne de caractères, que c'est pas autre chose. Euh, Ça passe aussi l'injection. Ça passe si par exemple côté front vous avez un CDN, ça passe aussi par bah, vérifier que le contenu du CDN est valide. Je préciserai un peu plus tard du coup dans la présentation ce qu'il en est. Échapper du coup les données, bah, je prends un exemple, vous faites un template de mail, il est dynamique, bah, à l'intérieur, si vous injectez vous-même du HTML, qu'il vient, peu importe la source, bah, peut-être c'est d'échapper du coup d'utiliser des fonctions pour nettoyer le JavaScript au cas où que voilà enfin pour éviter d'injecter du script à l'intérieur de votre HTML qui va partir dans un mail quoi. Donc voilà, c'est éviter les injections, donc ça passe par du nettoyage, filtrer, typer, voilà. Conception non sécurisée. En WASP, ils font la distinction entre une implémentation, une mauvaise implémentation et une mauvaise conception. Euh, bon, une mauvaise implémentation, ça peut changer plutôt facilement. Une mauvaise conception, comment dire, ça se corrige pas aussi facilement. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur des librairies, des composants qui sont déjà éprouvés. Euh, c'est d'avoir un cycle de dev sécurisé. C'est de se dire, bon, bah, comment j'adresse la sécurité à l'échelle de mon application. C'est potentiellement aussi limiter les consommations, les consommateurs. Euh, voilà. Comment j'adresse la sécurité? Est-ce que, par exemple, mon application, dès le départ, je vais gérer la propagation de l'identité, de l'habilitation. C'est des problématiques que je dois voir avant, dès la première ligne de code. Soit mon entreprise répond à ces problématiques-là, soit je les mets en place. Mais si je ne les mets pas en place parce qu'elles n'existent pas, bah, je vais me traîner des problèmes par la suite. Parce que si je ne propage pas l'identité ni l'habilitation, peut-être que ça va me poser des soucis par la suite, quoi. Donc voilà, la sécurité se gère dès le début, quoi. Donc les autres, donc mauvaise configuration de sécurité. On a tous connu des Tomcat qui étaient mal configurés, qui étaient des vrais passoires. La configuration des différentes des middleware. Bon, voilà. Composants vulnérables et obsolètes. Bon, on connaît tous des applications qui ont au moins quelques années, qui n'ont pas forcément été mises à jour. Bah, ça passe par peut-être des mises à jour plus régulières. Vérifier que les dépendances ne contiennent pas des vulnérabilités. Et l'idée, c'est pas de subir, c'est-à-dire d'attendre d'avoir un incident pour en faire la mise à jour. C'est vraiment, enfin, ça offre une trop grande exposition et un trop grand risque, en fait. Cette stratégie-là est vraiment pas payante. Identification et authentification de mauvaises pratiques. Donc, authentification donc, de mauvaises pratiques. On a un manque aussi d'intégrité des données et du logiciel. Carence des systèmes de contrôle et de journalisation. Falsification de requêtes côté serveur. Bon, voilà. Là, je vous laisserai gratter du coup sur le site de WASP. L'idée, c'est vraiment voilà, de les balayer. Moi, je pense que les 5 premières, peut-être là, jusqu'à la cinquième inclus, je pense qu'elles sont assez. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Donc voilà, j'espère que ça va. Du coup, sur la partie 2, donc principe, l'idée c'est de balayer quelques principes qui peuvent nous aider du coup à mieux concevoir nos applications. Ça n'a rien d'absolu. Et à la fin, du coup, nous verrons du coup des pratiques et plus particulièrement WASP-SAM qui peut être une alternative du coup assez intéressante. Euh, tac. Donc, je passe du coup sur le top 10 que l'on vient de voir. Donc, les principes. Pour ma part, j'en vois 7. Donc, ne jamais faire confiance. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez simple à mettre en place. Classer les accès et les données. L'idée, c'est de, de catégoriser en fait nos sollicitations pour appliquer du coup des sécurités différentes. Respecter le protocole. Euh, Souvent, on essaye des fois de tordre un peu le protocole ou les pratiques
pour répondre à un besoin fonctionnel. Par exemple, utiliser la méthode de get pour au final faire de la création du coup de contenu avec le protocole HTTP. Donc c'est une mauvaise pratique bien sûr. Limiter les accès donc par défaut, donc refuser de manière générale une demande. Voilà, c'est une pratique, je pense, qui est facilement applicable. C'est-à-dire que quand on a un accès du coup pour une application, par défaut, on a le droit de rien faire. On ne fait que autoriser, par exemple, la lecture d'une table. Voilà. Diminuer la surface de code, on n'y pense pas assez. Et grosso modo, faire des petites applications avec le minimum de code à l'intérieur. Donc ça passe par le retrait des dépendances qui ne seraient pas utilisées. Et aussi, du coup, par, on va dire, une analyse récurrente du coup de nos applications pour vérifier que voilà, on est toujours sur une taille raisonnable, quoi. Effacez tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous pouvez, je veux dire. Tout ce que vous pouvez, par exemple, supprimer, c'est peut-être tout ce qui est, si vous avez du tracing avec des librairies, vous avez, je dis une bêtise, vous avez 3 mégas du coup dans votre application, et que vous faites explicitement du tracing, etc. Est-ce que ces éléments-là ne sont pas déjà faits via, je sais pas moi, d'autres applications avec un agent Java? Si vous avez du code qui fait 100 lignes, est-ce que ces 100 lignes sont toutes utiles? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire des fois de retirer peut-être une dizaine? Parce que voilà, ces traitements-là sont pas nécessaires, ou l'algorithme il est beaucoup trop compliqué, et du coup il est peut-être possible de le simplifier. Donc voilà, c'est ne garder que l'essentiel, quoi. Rester à jour, oui, c'est important de rester à jour et du coup de se reposer la question régulièrement. Donc ça passe par mettre à jour son JDK, sa version de Node, à la compilation, mais aussi au runtime. Ça passe aussi par du coup l'analyse des dépendances de nos applications, vérifier que du coup on a nos dépendances qui sont à jour. Alors c'est jamais évident parce que souvent quand on met à jour, on met aussi à jour fonctionnellement du coup nos dépendances. Du coup, on peut avoir des difficultés de disponibilité pour maintenir justement à jour, parce que si je monte de version, je sais pas moi, une librairie, je prends un exemple complètement fictif, mais parce que je prends un exemple côté front, c'est peut-être plus facile. Une version, je sais pas moi, d'une librairie graphique, si je la mets à jour, on peut très bien avoir un coût sur la déclaration, l'utilisation des composants, quoi. Donc voilà une illustration par exemple côté front. Typiquement, c'est s'appuyer du coup sur la syntaxe JSX pour pouvoir injecter du coup une variable, ne pas s'amuser à utiliser l'API DOM ou directement accéder aux attributs même du nœud. Éviter autant que possible la fonctionnalité setInnerHTML du coup de React par exemple. C'est vraiment en dernier ressort. Il y a même une librairie qui s'appelle DOM Purify qui permet de nettoyer. Le gros avantage de ces fonctions-là, c'est de pouvoir retirer les balises de script qui sont potentiellement à l'intérieur du coup du HTML que l'on souhaite restituer. Mais de manière générale, éviter. Ça passe aussi par des vérifications, c'est de se dire ne jamais faire confiance, mais ça passe aussi par vérifier les requêtes, plus particulièrement du coup les URL. Ça passe aussi par mettre un peu des bâtons dans les roues à quelqu'un de malveillant, c'est-à-dire ne pas persister à un état sur Windows. Enfin, ça c'est un peu trop facilement attaquable. Le local storage, vraiment à éviter. C'est-à-dire que si j'ouvre deux onglets, le local storage il est partagé aussi entre potentiellement plusieurs applications. Donc voilà. Préférez plutôt l'index DB, mais là encore sur des données non sensibles, hein, vraiment. Le mieux c'est d'éviter tout ce qui est session storage, local storage, autant que possible en tout cas. Après, des fois c'est quand même pertinent. Côté front, c'est aussi stocker donc l'authentification. Donc souvent on passe par des cookies. Donc c'est le serveur qui va nous donner les informations. On peut passer par du coup les workers.js. Pourquoi des workers.js? J'ai mis un petit lien pour creuser un peu le sujet. Mais l'idée, c'est pas exclusif, hein, mais c'est plus de dire
on va déléguer une responsabilité au Worker.js qui est celle de nous donner des informations sur la personne qui est connectée. Et vous verrez un peu dans l'article comment il procède et c'est assez intéressant. C'est assez sympa. Utiliser les API DOM, React, voilà, Angular pour le rendu. Ne pas manipuler directement les attributs comme mineur HTML par exemple. Donc votre donnée doit avoir le plus petit cycle de vie. Euh, si on, si on peut faire en sorte que notre donnée dure juste le temps de la session, bah tant mieux. Du contexte JavaScript, hein, j'entends. C'est mieux plutôt que de la conserver pendant une durée infinie, soit via du cache HTTP ou via du local storage. Il faut vraiment avoir le plus petit cycle de vie. Il y a le OWASP Dependency Check qui peut être utilisé pour l'analyse de dépendance. Pour tout ce qui est intégrité, vous pouvez utiliser, par exemple, si vous avez un CDN, bah c'est rajouter du coup un identifiant d'intégrité dans la balise HTML pour pouvoir vous assurer que le contenu du CDN n'a pas changé et que du coup votre navigateur va bloquer du coup le chargement de la ressource parce que le contenu a changé. Donc ça, typiquement, ça peut être pratique et même vital. Comme ça, vous garantissez que votre application n'a pas du code malveillant qui aurait été injecté, quoi. Évitez les données donc inline en tout ce qui est base 64, data bidule. Voilà. Par défaut, éloignez-vous le plus possible de ça. Ça vous simplifiera du coup aussi la maintenance et les performances. Bannir du coup tout ce qui est storage et IndexedDB sur les informations sensibles. Voilà, l'idée c'est vraiment que ça contienne que des informations triviales. Partie back, typiquement, c'est quoi? Bah, c'est mettre à jour le JDK ou la partie node. Donc autant le build que le runtime. Concevoir des applications HTTP les plus sémantiques. Donc s'appuyer sur la sémantique du protocole même. Donc je fais du post pour créer, je fais du get pour récupérer. Je fais pas de la création avec du get. J'utilise bien les entêtes. Si je veux faire du cache protocolaire, j'utilise correctement et convenablement des entêtes de cache. Si j'utilise du coup comment dire des entêtes de validation, bah, ITAC par exemple, voilà, je les mets en place de manière correcte. Miam, les requêtes préparées, bon, là c'est pour les injections SQL, etc. Donc passer par des frameworks ou des requêtes préparées, ça vous évitera ces soucis-là. Gérer les habilitations. Souvent, on pense à l'authentification, mais pas à l'habilitation. C'est bien de vérifier l'authentification, mais si on n'habilite pas, bah, au final, toute votre application ou tout votre SI est accessible juste avec entre guillemets, un simple accès, quoi. Donc voilà. Accès API, base de données au plus juste en termes d'habilitation. Vraiment avoir euh, les habilitations les plus petites possibles. Vérifier donc avec OWASP, Dependency Check Maven pour les dépendances. Et pour l'upload, bah là c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué. Vérifier du coup bah, l'extension, le contenu. Il est possible de vérifier du coup si une image, le binaire ressemble bien à une image, d'un point de vue binaire, quoi. Vous pouvez aussi appliquer un antivirus, l'analyse antivirus. Maintenant, il y a des solutions qui existent, dockerisées comme Claim, qui permet du coup de lancer une analyse du coup sur un binaire et d'exposer une API HTTP. Donc, c'est toujours compliqué d'utiliser comment dire, de gérer le upload dans les applications. C'est vraiment compliqué. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Après, c'est les pratiques. Donc, si je reprends rapidement le sommaire, du coup, donc on a fait une petite introduction sur ce qu'est du coup la sécurité, le top 10 plus particulièrement, enfin le top 5 OWASP, histoire de voir quels sont les problèmes qui ont pu être rencontrés. Les principes empiriques, des petites phrases et des mots, du coup des expressions à garder en tête que j'ai appliquées sur des problématiques front et back pour illustrer. Et puis là, on va voir plutôt dans la pratique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour au sein de l'organisation. Et là, c'est beaucoup mieux, je vois mon schéma.
Donc, on a un cycle de développement. Souvent, on définit ce que l'on veut faire, on va le concevoir, et puis on va le développer, on va le déployer, on va le maintenir. Et en fait, bah, dès qu'on est à la maintenance, s'il y a un problème de conception de sécurité, on est fort embêté. Du coup, l'idée, c'est vraiment... hop, pardon. L'idée, c'est vraiment de... oh, flûte alors. Voilà. De gérer la sécurité au plus tôt. Quand? C'est bien au plus tôt, mais quoi exactement? Donc, OWASP fournit quelques chiffres sur la proportion d'efforts. Du coup, si on a de l'effort en sécurité à fournir, ça serait du coup sur la définition, donc entre 10 à 30% quand on commence, donc sur la définition du besoin. Donc sur la conception à proprement parler, donc tout ce qui est document de conception avant le dev, ce serait entre 15 à 30%, enfin 15 à 35% pour être précis. En développement, un peu moins. Et puis, dans les phases de déploiement et de maintenance, on devrait avoir peu d'efforts à fournir en termes de sécurité. On devrait un peu plus s'appuyer sur nos acquis. Comment? C'est bien. Concrètement, dans la pratique, qu'est-ce que je mets en place pour m'aider? Bah, à 50% des process de review et des inspections, du coup, manuelles. C'est-à-dire, se dire: «Bah, je vais prévoir une journée et puis je vais essayer de faire des tests de sécurité, d'intrusion et cetera». Soit avec, au sein d'une agence, de mon entreprise ou, en piquant le poste d'un camarade et puis d'essayer de «falsifier» entre guillemets les requêtes et cetera. Voilà, c'est ce qu'ils entendent par, du coup, un process de review et puis des inspections manuelles. Donc les revues de code, avec 30%, et puis des tests de sécurité, vraiment poussés, donc 20%. Donc ça passe principalement par, peut-être, des moments identifiés pendant le cycle de production. On va se dire, bon, sur une après-midi, 1 heure ou une journée, heu, comment je peux casser mon logiciel d'un point de vue enfin au niveau de la sécurité? Mes accès, est-ce qu'ils sont bons et cetera? Se faire une checklist, et je vais y venir. Il y a, quelque chose qui existe qui s'appelle, OWASP SAM. En fait, c'est Software Assurance Maturity Model, et il permet de formuler et de mettre en œuvre une stratégie de sécurité logicielle. Ça paraît pompeux et le support l'est un peu, très concrètement, mais il permet de poser 90, enfin un peu, ouais, 90 questions, du coup, du coup, sur la sécurité, et ça vous permet de vous situer. À défaut, enfin, le problème de la sécurité, c'est que c'est super vaste, on ne sait pas par où prendre le truc, c'est vite compliqué, et puis il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que les autres. Donc l'idée, c'est on part du coup d'un constat, et Sam va nous aider, et en fait, c'est un framework, moi je dirais presque, c'est une méthodo. Hem, donc il s'inscrit, donc c'est cyclique, donc c'est une pratique qui est cyclique, c'est-à-dire que, vous allez pouvoir itérer entre 3 à 12 mois, donc c'est super large. S'adapter à n'importe quelle organisation, ça peut être une équipe dans une entreprise, heu, je sais pas moi, carrément un département dans une entreprise ou l'entreprise elle-même. Et du coup, sur un cycle, vous allez pouvoir décomposer en plusieurs, étapes. Donc, vous allez pouvoir préparer. Donc, qu'est-ce que vous voulez en termes de sécurité? Évaluer, donc vous allez avoir un questionnaire que je vais vous présenter très rapidement. Vous allez fixer vos objectifs. Donc, par exemple, il faut que mes builds soient reproductibles, sécurisés, et que ça ne soit pas mon développeur qui pousse directement le livrable sur le repo de binaire. Définir le plan. Concrètement, bah, je vais mettre dans le temps, machin va travailler dessus, et puis on va essayer de faire un premier lot à telle date, et cetera, et ensuite, il y a la mise en œuvre, bien sûr, et puis le déploiement. Et du coup, pour savoir, quoi faire, bah, en fait, ils vont nous identifier 5 fonctions métiers que je vais afficher juste après. Puis chaque fonction métier a des pratiques de sécurité, et ensuite, il y a 2 volets sur une pratique de sécurité. Et en fait, l'idée, c'est de définir un niveau de maturité, du coup, sur les pratiques. Donc, ils ont 3 niveaux de maturité et c'est documenté. Donc il y a 5, voilà, 5 fonctions métiers. Donc, dans la gouvernance, la conception, l'implémentation, la vérification et puis les opérations. Puis on a les pratiques, du coup, à l'intérieur. Donc si je prends le secure build, donc, construire de manière sécurisée. Donc on a une pratique, et puis on a 2 volets, un volet, plutôt, build process, et puis software dependencies. Donc,
Pour bien assimiler les documents, je pense qu'il faudrait tout franciser et puis comme ça, ce serait, beaucoup plus peut-être, plus limpide pour l'ensemble, du coup des interlocuteurs, des intervenants. Donc, on va avoir du coup des questions qui sont liées au volet de build et du coup au software dependencies. Donc là, hop, je prends mon exemple. Si ça charge. Si ça ne marche pas, je l'ai. Je ne vais pas m'embêter. Je vous le mettrai du coup en revue. Alors typiquement, je me suis amusé, je ne l'ai pas mis en place objectivement, mais j'ai envie de le mettre en place du coup avec mon équipe. Je pense que ça pourrait être bien qu'on puisse un peu se challenger, savoir où est-ce qu'on va. Et franchement, c'est une bonne porte d'entrée pour appréhender la sécurité au sein d'une petite équipe ou même d'un département, au moins d'une équipe. Essayer. Donc je me suis uniquement focalisé sur la pratique de sécuriser un build. Et puis du coup, comment ça peut m'aider Contrôle plus. Hop. Plus zoomé, je suis désolé Claude. Donc implémentation, structure, donc ils définissent pour chaque pratique, donc la pratique de construction et puis de dépendance, ce que on a vu tout à l'heure, 3 niveaux de maturité, donc ils donnent une explication. Donc par exemple, le premier niveau de la construction, c'est créer une définition formelle des processus, pas forcément d'outils. Et puis le niveau le plus élaboré, donc niveau 3, c'est on peut définir des contrôles de sécurité obligatoires, donc par exemple des qualités de enfin, des barrières de qualité qui sont bloquants quand on construit notre logiciel, donc sur Jenkins, donc la plateforme d'intégration continue, on peut bloquer du coup un build parce qu'il ne respecte pas les standards, il n'a pas les dépendances qui vont. Donc ça c'est niveau vraiment 3, où là on est bon. On a le même topo pour les dépendances logicielles, donc on a une définition. Donc l'idée c'est on a un questionnaire qui nous est proposé par WASP-SAM. Et en fonction des réponses, il va être attribué un score, du coup, donc un niveau de maturité sur différents sujets, sur les différentes pratiques. Donc sur toutes les pratiques. Donc eux, ils définissent un système de points en fonction du coup des réponses. On a des points et puis voilà. Donc si je prends, il nous pose une première question. Donc le processus de construction est-il formellement décrit? Oui, non, un petit peu, pas beaucoup. Vous voyez bien que là, on est sur le niveau 1. Niveau 2, le processus de construction est-il entièrement automatisé? Oui, non, un petit peu beaucoup. Voilà. Appliquez-vous du coup des contrôles de sécurité. Et puis, voilà. Et donc, il y a un questionnaire qui est en ligne sur un format Excel entièrement en anglais, qui serait, à mon avis, à mon sens, à franciser et puis à appréhender. J'essaie de faire l'exercice. Donc là, j'explique un petit peu la méthode de calcul de la note. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça ne sert à rien. Moi, je trouve qu'il faut un peu, du coup, challenger le truc. C'est grosso modo, ça va nous permettre de nous poser des questions, savoir où à peu près on doit intervenir. Et je pense qu'il n'apporte pas de solution. Il apporte juste un cadre et des questions qu'on va pouvoir se poser facilement et mettre un peu en musique. Mais il ne va pas apporter des réponses, enfin des préconisations techniques, etc. Mais en fait, les questions qu'il pose suggèrent que la bonne pratique, du coup, est d'avoir un build automatisé, sécurisé, avec des barrières qualité. Donc, du coup, d'avoir une plateforme de build efficace, quoi. Mais il n'y a pas de préconisation technique. Voilà. Donc, voilà. Si on compte sur un outil magique pour tout faire à notre place, bah non, ça ne fait pas ça. Donc, c'est vraiment voilà, une aide pour se poser des questions sur. Hop, si j'y arrive. Qu'est-ce qu'il me fait? Je reviens en arrière. Bon, voilà. Après, j'ai mis quelques ressources. Il y a eu WASP fourni une checklist. Bon, c'est pas mal pour commencer, honnêtement. Enfin, moi, je ne l'utilise pas du tout. Je la mentionne. Voilà. Donc là, il y a aussi l'ANSSI. Donc, du coup, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information propose du coup des recommandations, notamment des recommandations web que j'ai vues, entièrement en français, c'est accessible. Grosso modo, ça va identifier, voilà, ça va expliquer du coup les différentes vulnérabilités, qu'est-ce que XSS, etc. Et dire du coup les choses qu'il ne faudrait pas faire, mais
c'est pas du tout complet. Enfin, voilà, l'idée, je pense que pour mettre le pied à l'étrier, c'est vraiment pas mal. Par contre, c'est une super référence. Il y a un guide, du coup, pour les applications mobiles. Puis, bah, c'est à peu près tout, ce qui est déjà pas mal. On a déjà fait tout le tour. Donc voilà. Hop. Ce support sera accessible en ligne sur le site mirweb.fr. Claude, je ne sais pas si tu as des questions, parce que j'étais un peu vite sur pas mal de choses. C'est bien, ça permet au moins de se poser les bonnes questions, d'essayer par rapport à chaque application, vérifier que tout a été correctement prévu, et surtout le temps chaîne pour les prochaines applications. C'est ça. La démarche à respecter. Je pense qu'un développeur, il ne peut pas être hyper compétent dans tous les domaines, et ça c'est normal, c'est humain, on serait tous des machines. Mais bon, il faut être sensibilisé à la sécurité, et je pense que la seule chose sur laquelle on peut challenger une ressource, c'est peut-être sur des principes, du coup. Alors moi j'en ai identifié 7, on peut en mettre plus, et c'est entièrement discutable. C'est même, je pense, même relatif à l'entreprise, mais de se dire, on a des principes de sécurité, au moins partagés en entreprise par les gens qui développent, et du coup s'y astreindre. Et du coup, voilà, je trouve ça pas mal. Et après, dans les pratiques, je pense que des frameworks comme OWASP-SAML peuvent aider à mettre en musique du coup une organisation. Après, il y en a probablement d'autres, je ne les connais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, je pense que dans les entreprises, ce qui fait défaut, c'est comment mettre en musique la sécurité. C'est quand, en fait, souvent, on produit, et puis à la fin, je dois mettre en prod, il y a un problème, les accès sont en, je sais pas moi, ils sont en lecture-écriture, alors qu'ils devraient être qu'en lecture. Ah bon, bah, on va quand même partir en prod ou pas? C'est la grande question. Alors que au final, ça aurait dû être vu avant, mais le fait de le dire, bon, bah, ça améliore pas la chose. Donc, il faut vraiment l'organiser, c'est ça qui est compliqué. Dès la conception. Et en fait, le fait de le prévoir, c'est bien, mais il faut aussi se mettre des étapes de vérification de manière rythmée dans le temps. C'est pour ça qu'il faut mettre vraiment ce côté cyclique en marche, quoi. Puis après, on n'est pas à l'abri de problèmes, hein, ça c'est sûr, mais il y a toujours des impondérables. Mais voilà. Donc en termes de ressources, OWASP c'est bien. Il y a OWASP. J'ai mis quoi comme. Donc il y a les checklists. Hop, je vais essayer d'aller sur leur site. Si je vais sur OWASP. Si je vais rapidement sur OWASP SAM, du coup, ils ont un site, ils ont les différentes pratiques. Et puis sur une pratique, on peut avoir du coup les deux volets. Et puis les niveaux de maturité. On a du coup comment démarrer, etc. Donc, les différentes étapes au sein d'un cycle. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait du coup, on a différentes explications qui peuvent nous aider. Mais après, c'est assez descriptif, hein, ça va pas aller super loin. Donc voilà, OS. On a quelques ressources du coup que j'avais dû mentionner dans le document. Ouais, j'aurais voulu évoquer. Non, c'était pas ça. OWASP a fourni aussi une plateforme, donc j'ai entièrement perdu le nom et j'ai pas du tout creusé. Je pense qu'il faudrait que je regarde, qui recense l'ensemble du coup des pratiques de sécurité. C'est une plateforme web que du coup les ressources ressources de développement peuvent consulter, se référer et on peut enrichir, etc. Donc là, ils ont fait ça. J'ai récupéré du coup l'image Docker et ça marchait pas. Il y avait un problème. Mais voilà, je vais creuser le sujet. Je l'ai peut-être noté, mais je pense pas l'avoir noté. OWASP. Non, je l'ai pas noté. Pas du tout. Donc voilà. Que dire de plus?
les sujets sécurité, il faut, je pense, les suivre. Il faut un peu s'astreindre à les suivre. Le mieux est l'ennemi du bien. Quand on va faire des choses trop complètes, etc., à mon avis, il ne faut pas non plus foncer tête baissée. Et puis, toujours challenger quelque chose. Si on tient une dépendance voilà, d'un nouveau framework, d'une nouvelle lib, etc., se dire, bon, bah, elle vient d'où, etc. Moi, ce que j'aime bien faire sur les projets, c'est un Maven Dependency Tree. Donc, je liste toutes les dépendances transitives, et puis je regarde, je scroll, juste vérifier. En plus, ou en remplacement de WASP Dependency Check, on se dit, ouais, c'est bien WASP Dependency Check, et effectivement, c'est bien. Sauf qu'il y a des organisations où c'est peut-être pas possible facilement. En tout cas, ça demande un petit peu de paramétrage, parce que en fait, quand on lance le plugin WASP Dependency Check, ça va analyser les dépendances, ce qui est très bien, mais pour les analyser, il va falloir qu'il se réfère à une liste. Et cette liste-là, elle vient du coup d'un dépôt, et du coup, il doit le récupérer, donc le télécharger de l'extérieur. Donc, si c'est dans votre entreprise, il faut configurer le proxy, etc. Donc, par défaut, voilà, il y a un petit truc à faire là-dessus. Mais c'est possible de le mettre dans le processus de construction avec un plugin Maven ou avec NPM. Donc voilà, ça nous donne du coup un listing des dépendances en vulnérabilité. Ça permet de prioriser du coup les montées de version. La grande question, c'est toujours pareil. En Node, on a des dépendances, souvent on met avec un tilde, du coup. Donc du coup, quand on fait npm install, on ajoute des dépendances, c'est modulo la version corrective. Donc on fait npm install, donc on a des dépendances qui s'installent et on va rajouter du coup la version 1.0.0, mais on met un tilde devant. Et du coup, ça aura pour conséquence à l'instant T où on télécharge et qu'elle n'existe pas, du coup, il va prendre la version du coup corrective la plus récente. Et en fait, quand on fait npm install, je ne me focalise que sur npm, pas sur yarn. Sur npm, du coup, ça va nous générer un package log.json qui va identifier de manière précise la version, donc la 1.0.0, enfin la 1.0.1 par exemple. Comme ça, celui qui récupère le projet, qui a le package-lock, bah, il va récupérer strictement la 1.0.1 quand il fera un npm install parce que ce fichier lock, il est là. Mais si on veut upgrader, bah, en fait, il y en a qui se disent bah, je ne vais pas mettre à jour unitairement chaque truc. Bah, je vais supprimer le package lock et puis je vais faire npm install, vu qu'il ne va pas pouvoir se référer à ce fichier-là. Donc il va télécharger la dernière version corrective. Alors c'est une technique. Mais du coup, à la fin, on ne maîtrise plus vraiment ce qu'on met à jour. Donc du coup, grosso modo, bah, normalement, c'est la modulo version corrective, mais bon, je pense qu'il faut aussi se responsabiliser et savoir qu'est-ce qu'on modifie, quoi. Donc, il faut aussi tracer. Donc, moi, je suis plutôt partant on identifie. Normalement, notre application, elle va tirer les dépenses explicites. Donc, je ne sais pas, moi, sur une application front, on va en avoir une vingtaine. Déjà, on est capable de dire pourquoi on utilise les 20. Déjà, si on n'est pas capable de dire pourquoi on les utilise, bah, déjà, c'est peut-être là où il y a un souci. Si on ne sait pas à quoi ça sert, donc c'est peut-être du code mort. Enfin, c'est des dépendances mortes. Donc, du coup, les retirer. Et si on les utilise, bah, on va les upgrader explicitement parce que voilà, on a des consignes, quoi. On va avoir plusieurs applications qui utilisent, je sais pas moi, Axio, par exemple, une dépendance pour faire des requêtes Ajax. Axio, bah, s'il y a plusieurs fronts qui utilisent Axio, bah, la préconisation d'entreprise, c'est monter Axio au moins dans cette version-là et on a tous les fronts à mettre à jour. Et donc, du coup, on le fait explicitement. On ne ferme pas les yeux et puis on supprime le package log, quoi. Enfin, je pense que ça permet de maîtriser davantage. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, si on n'a pas trop d'autres questions. Donc le fichier ouais, PDF que j'ai pu faire, je le mettrai en lien. Voilà. Ouais, je pense que OWASP, Sam, il faut tout traduire et puis s'imprégner du coup des questions. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis il y avait du coup c'était
sheet. J'ai dû lister aussi, grosso modo, ça permet vraiment de mettre des explications, enfin vraiment des cas. Donc là, il y a le top 10, du coup. Et il y a concrètement, du coup, sur chaque vulnérabilité, si je reviens sur le top 10, on a vraiment des explications sur des cas. Donc, autorisation, donc on a du coup une fiche sur les autorisations, les recommandations, deny by default, etc. On a vraiment des choses, des thématiques qui sont vraiment creusées, expliquées, et c'est une mine d'informations. Donc voilà, ce site du coup Series est vraiment bien. Donc sur la base du top 10, si vous avez une semaine à lire, vous pouvez vous mettre là-dedans. Après, ce que vous pouvez vous dire, c'est bon, j'ai pas le temps, comme tout le monde. J'essaie d'avoir à peu près en tête les grandes thématiques. Comme ça, si j'ai un sujet, je regarde, j'essaie de m'allouer 1 heure ou 2 pour creuser un petit peu. Voilà. Je pense que c'est peut-être la meilleure stratégie. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. Voilà. Les problèmes de web token en Java, identification. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, c'est le prochain sujet. Le prochain sujet sera sur JWT. C'est quoi? Et puis, du coup, comment l'utiliser? Qu'est-ce que c'est? Donc là, eux, ils en parlent, hein, typiquement. Voilà. Voilà. J'ai fait le tour. Je vais couper. Bon, je vais vous souhaiter du coup une bonne journée. Et puis je vous dis du coup à la prochaine session qui sera sur JWT. Hop, alors. Et maintenant, je vais essayer de couper. Au revoir. J'espère que ça a marché du coup. Ça a du coup.